Notre invitée s'appelle Madame Nora Dado Noviekou. Elle est la coordinatrice générale de ONEP Togo. Avec elle, nous allons parler de son pays et de la vie chère et chercher les alternatives. Madame Dado Nora Noviekou, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. On parle de la vie chère dans votre pays, le Togo. Première question, la vie est-elle vraiment chère ces temps-ci au Togo? C'est une évidence à voir les récentes manifestations dans certaines localités du pays, à savoir, je crois, au niveau de Bélé, Tové, Dapaon, à voir la réaction aussi des taxis motos, entre-temps par rapport à l'augmentation des frais de péage ou à l'instauration plutôt des frais de péage pour les motocyclistes. C'est clair que la vie est chère dans le pays, ce qui a suscité même des réactions de certaines organisations dont les évêques. Il y a d'autres, l'association des consommateurs du Togo. Donc, il y a aussi les réactions sur les médias, dans les débats interactifs, la population réagit. C'est clair, c'est une évidence, la vie est chère de plus en plus au Togo. Et il est évident que si rien n'est fait, ça ne va pas vraiment profiter à l'ambiance, à la bonne ambiance nationale. Et donc, il est quand même nécessaire de pouvoir y travailler. On peut aussi comprendre que, oui, la Covid a quelque chose à y avoir, mais au-delà, il est clair qu'il faut chercher à mieux comprendre le problème pour peut-être trouver des solutions plus idoines pour permettre aux Togolais de mieux vivre et de vivre aisément. Selon vous, ces réactions sont-elles écoutées? Je dirais oui. Sinon, on n'aurait pas des réactions aussi du côté du gouvernement qui aussi a pris des mesures pour permettre ou pour réduire le risque de cette flambée des prix. On a vu récemment, je crois, en fin juin, le gouvernement qui a sorti une note pour demander, je dirais, d'arrêter un peu la spéculation autour des produits céréaliers et autres. Oui, je crois que les uns et les autres écoutent et observent, voient ce qui se passe. Maintenant, est-ce que les mesures prises suffisent? Je dirais non. Il y a besoin de pouvoir continuer un travail, je dirais, de solidarité nationale en réduisant considérablement un certain nombre de dépenses, par exemple, par exemple aussi en menant des actions vers les populations plus démunies. C'est vrai qu'avec la Covid, au temps de la Covid, il y a eu des programmes comme Novici et autres pour soutenir, pour alléger les charges. Mais ça ne suffit pas. On voit que la Covid, en mine de rien, quand même, a laissé des traces, c'est-à-dire a affecté. Et donc, il faut trouver des moyens pour réduire les charges, en tout cas, parce que si vous faites bien l'analyse, vous allez voir que depuis des années, les produits augmentent. Ouais. Malheureusement, les salaires n'augmentent pas. Et donc, c'est normal que le pouvoir d'achat soit faible du citoyen. Alors, celui qui est peut-être qu'on peut considérer comme citoyen moyen en termes de revenus, ressent plus la chose que peut-être celui qui est à l'international, qui a les moyens. Mais on sait aussi que ceux qui sont moins, je dirais, qui n'ont pas les moyens, sont plus nombreux que ceux qui ont les moyens. Et donc, il y a besoin de voir comment équilibrer, en fait, comment permettre à ce que tous les Togolais, dans la majorité, dans la mesure du possible, puissent avoir la facilité de pouvoir s'acquérir de ce dont ils ont besoin, de pouvoir payer le loyer, de pouvoir acheter à manger à la famille, de pouvoir payer les frais d'électricité, d'eau sans souci, sans stress. C'est vrai, c'est un défi, mais je crois que le gouvernement doit y travailler. C'est vrai, il travaille déjà, mais il doit encore davantage y travailler pour que dans la durée, cela ne se ressente pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des initiatives ponctuelles, mais là, il faut penser à des initiatives je dirais, à effet durable. Et donc, forcément, le gouvernement doit encore beaucoup y travailler. Quelle peut être l'origine de cette vie chère? C'est vrai que vous avez eu à citer quelques-unes. Et vous l'avez souligné, Covid-19 est passé par là. Oui, Covid a beaucoup affecté. Ça, d'abord, Covid a surpris beaucoup de personnes, nous a tous surpris. Ça a affecté parce qu'on se disait, ben non, c'est parti pour 3 mois, mais non, on a dépassé les 3 mois, les 6 mois, on n'a pas dépassé même les 12 mois. Donc, ça veut dire que là, on est en train d'apprendre à cohabiter avec Covid. Et c'est clair que psychologiquement, on n'était pas préparé.
financièrement, on n'y était pas préparé, socialement, on n'était pas préparé non plus. Et donc, aujourd'hui, Covid, c'est clair, en termes d'analyse, la Covid est en tout cas à un point important. Mais au-delà, j'ai parlé tantôt de je dirais, du pouvoir d'achat faible. Je crois que cette question de vie chère, au-delà donc de la question de Covid, la question c'était quelle autre raison. Voilà, il ne faut pas oublier la fluctuation, bien l'augmentation des produits pétroliers. Pardon. Et on sait aujourd'hui que tout se joue autour du pétrole, c'est-à-dire si tu veux transporter, faire venir de la marchandise, que ce soit du nord vers le centre ou du centre vers l'intérieur, tu as besoin du transport. Et le transport ne peut pas se faire sans le pétrole. Les déplacements pour aller au boulot, aller à l'école, aller au service, en tout cas, on a besoin du carburant. Du carburant pour les motos, pour les voitures. Bref, le pétrole aujourd'hui est je dirais, un produit de première nécessité, qu'on le veuille ou non. Et donc, si ça s'augmente, c'est clair, ça affecte en fait les autres secteurs de la vie sociale et économique de notre pays. Et donc, oui, la fluctuation des prix des produits pétroliers affecte. Mais au-delà, je crois aussi qu'il y a la question de l'augmentation des taxes. Aujourd'hui, il y a de nouvelles taxes qu'on ne connaissait pas avant. Par exemple, je crois la taxe à véhicule moteur, qui n'existait pas avant. Ben voilà, du coup, on se trouve face à une situation où il faut payer selon la capacité des voitures et autres, 15 000, 30 000, voire plus. Les gens n'étaient pas préparés forcément. Si les salaires augmentaient, en fait, ça serait plus facile parce que ça augmente, bon, tu peux gérer. Mais en fait, les dépenses augmentent alors que le salaire reste pratiquement au statu quo. Voilà. Donc, il y a un problème. On ne pourra pas facilement, en fait, se prendre en charge. Donc, ça aussi, c'est un problème qui explique cette cherté de la vie. Donc, Covid, les produits pétroliers. Il y a aussi la question je dirais, de l'inflation, l'inflation ou bien la rareté donc, des produits. Parce qu'avec Covid, on a fermé les frontières, c'est difficile de transporter, d'exporter, d'importer, c'est difficile. Du coup, si on n'a plus la possibilité de facilement exporter, le peu qu'on a, c'est que ça devient plus cher. Vous vous en souvenez, au début de Covid, les cash nez, c'était à des prix vraiment extrêmes. Mais aujourd'hui, ça c'est même les gels. Déjà, parfois, on en cherche, on n'en trouve pas parce que les frontières sont fermées, on ne peut pas exporter. Mais aujourd'hui, c'est plus relax. Mais ça veut dire qu'on doit commencer à penser, est-ce que nous avons assez d'autonomie en termes de production locale? Non, on commande beaucoup, on exporte beaucoup aujourd'hui du riz à l'extérieur. Même s'il y a la promotion des produits locaux, on commande beaucoup de riz à l'extérieur. Vous avez les produits pharmaceutiques, il y a plein de choses qui viennent de l'extérieur. Et dans ce contexte, on ne peut pas ne pas faire face à la vie chère parce que avec le lien avec la fermeture des frontières, forcément, les produits prennent de la valeur. Alors qu'à l'intérieur, on n'a pas augmenté les ressources aux uns aux autres. Donc, forcément, ça va s'augmenter parce que chacun va vouloir trouver en fait sa marge dans l'investissement qu'il a eu à faire. Et donc, oui, l'exportation aujourd'hui aussi est un problème. La rareté des produits est un problème. Et je dirais qu'à part ça, quoi d'autre? Je peux vous aider? Oui. Les gens pointent du doigt également les dépenses exorbitantes au niveau du sommet de l'État et les missions gouvernementales et autres répétées. Oui, alors, c'est vrai que quand on fait l'analyse, on peut se dire, moi, je voulais faire l'analyse autrement. Je vais mettre ce point peut-être en troisième position et me dire peut-être qu'au niveau gouvernemental, est-ce qu'il y a assez d'actions pour réduire la corruption et le blanchiment? Parce qu'en fait, c'est aussi des canaux où on perd beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place. Mais est-ce que ces mécanismes nous ramènent ou bien retiennent des fonds suffisamment? Parce que si ces fonds sont retenus, ça pouvait équilibrer les choses. Mais en fait, on perd de l'argent parce qu'il n'y a pas peut-être un dispositif à se ficeler. Et donc, un premier travail qu'on pourrait faire, c'est réduire considérablement tout ce qui est corruption et, comment je l'ai dit tout à l'heure, le blanchiment. Voilà. Donc, c'est vraiment asseoir des mécanismes pour réduire ces fonds. Parce que même à l'international, on vous dira, si on pouvait réduire le taux de corruption, de blanchiment et autres, on pouvait nourrir beaucoup de secteurs comme l'éducation, la santé.
Alors que maintenant, c'est des fonds qui partent, on ne sait même pas par où, comment, mais on sait qu'on perd de l'argent. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, oui, on peut revenir sur la gouvernance, c'est-à-dire que c'est vrai que le premier point aussi fait partie de la gouvernance. Maintenant, sur la question de la gestion administrative, je crois qu'il y a besoin de réduire des charges. Et même dans toute structure, des fois, quand vous faites face à des difficultés, c'est à vous de voir quelles sont les dépenses que moi j'appellerais des dépenses inutiles qu'il faut réduire. Par exemple, vous avez peut-être 4 climatiseurs. Sauter 2, garder 2. Est-ce que vous avez besoin forcément des 4 climatiseurs? Donc, on peut faire des réductions sur certains points en termes de charges. Donc, oui, les missions, je n'ai pas peut-être de statistiques pour pouvoir apprécier. Mais j'imagine bien que dans les missions, on peut aussi penser à réduire des coûts, par exemple, les perdièmes. Réduire les perdièmes, réduire le nombre de personnes qui y vont à ces missions, réduire peut-être la durée de la mission. Donc, c'est des petites, je dirais, ajustements, des petits ajustements qui feront qu'au finish, oui, on va retenir de l'argent qui doit être redistribué pour rééquilibrer les choses. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas vivre dans une logique de chacun pour soi. Dans un État, il y a forcément cette responsabilité-là qui incombe au gouvernement de s'assurer que chaque citoyen a le minimum qu'il faut, pour ne pas dire à l'essentiel qu'il faut pour bien vivre. Parce que en fait, la vie ou bien le devenir ou bien la qualité de vie des citoyens, en fait, c'est ça, cette qualité-là qui va impacter sur la qualité de la société ou de son rendement. Et donc, quand on veut que les gens soient plus productifs, il faut qu'ils aient un minimum pour bien se mettre à l'aise. Et là, c'est plus facile de pouvoir contribuer au développement de la cité. Mais quand vous n'avez pas à manger, quand vous devez trop réfléchir à ce que les enfants vont manger, comment payer le loyer, je vous avoue qu'on est moins productif. Donc, cette responsabilité, forcément, le gouvernement doit pouvoir voir à son niveau comment réajuster les choses, comment réorganiser et éliminer, si possible, certaines dépenses qui ne sont pas forcément utiles. Et pour ça, c'est un travail de fond. Ce n'est pas un travail d'une journée, ce n'est pas non plus un travail de quelques jours, mais ça doit être dans la durée. Et dans la durée, je crois qu'on pourra voir l'impact. Là, nous sommes en 2021, mais préparons déjà 2022, 2023, parce qu'on ne sait pas ce que les années prochaines nous réservent avec cette cherté de vie. Donc déjà, on doit commencer à anticiper. Je rappelle encore, oui, le gouvernement a pris des initiatives, mais ce que nous disons, c'est qu'on peut encore voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour assurer une autonomie, je dirais, sociale et économique aux citoyens. Et donc, c'est un travail interne qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, il y a pas mal de communiqués, de propositions, de suggestions. Je crois que c'est bien. C'est à eux maintenant de faire la synthèse de ces recommandations et de voir ce qui est faisable. C'est dire que c'est à eux, en tout cas, le dernier mot. Mais, encore une fois, ils ont cette responsabilité-là d'assurer que tout citoyen togolais est l'essentiel, je ne dirais pas le minimum, l'essentiel pour bien vivre. Madame Noviekou, si cette situation perdure, quelles conséquences cela peut engendrer? Est-ce qu'on peut parler également de l'extension de l'extrémisme violent, puisque on dit souvent que quand les citoyens ont faim, ils sont aigris? Oui, quand les citoyens ont faim, ils sont aigris, c'est normal, c'est un peu partout, on l'a vu dans d'autres pays. Il a suffi qu'on augmente le prix du pain, on a vu ce que ça a donné dans d'autres pays, le prix du sucre, on a vu ce que ça a donné. Je n'irai même pas vers l'extrémisme violent. Je vais tout simplement rester au niveau, je dirais, plus proche. Avec la vie chère, c'est clair que dans les foyers, il y aura la violence conjugale. Que ce soit de la femme vers l'homme, de l'homme vers la femme, c'est clair. Parce que quand madame demandera, il n'y a rien à manger, la frustration déjà, le stress que le monsieur déjà avait, et de constater qu'il n'a pas suffisamment pour donner, au lieu peut-être de dire tout simplement, j'en ai pas, mais va pas forcément dire, j'en ai pas. Mais elle pourra dire, mais pourquoi tu me déranges et tout. Et en mine de rien, on est parti à des mots violents, à des coups et autres. Et donc, moi, je vois déjà que cette vie chère, si elle n'est pas canalisée,
va affecter les foyers, va affecter les familles. Parce que quand on parle de famille, c'est aussi les enfants, les charges, voilà, c'est des charges en tout cas. Et donc, ça va affecter l'harmonie familiale. Et quand on dit harmonie familiale, c'est toute la société qui est affectée. Ça, c'est un premier point. Deuxième point d'analyse, c'est que la vie chère, oui, peut entraîner des comportements qu'il ne faut pas. C'est-à-dire des comportements, je dirais, déviants, comme par exemple le vol. Parce que tu cherches à manger, ben, tu te dis, tu dois survivre. Et on voit aujourd'hui des gens qui n'ont pas voulu forcément voler, mais parce qu'ils veulent survivre, ils volent. Donc des fois aussi, il ne faut pas dire... Il y a des gens, on sait aussi qu'ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire. Mais des fois, c'est des questions de survie. Et d'autres comportements déviants, on voit aujourd'hui la montée de la prostitution. Donc, les gens veulent se maintenir, survivre. Hein. Et donc, ils cherchent tous les canaux possibles pour pouvoir avoir des revenus. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que des fois, certains canaux ne sont pas, sains. Ce ne sont pas sains, malheureusement, c'est ça la situation. Et oui, donc des violences conjugales, vous avez le viol, donc il y a les violences conjugales, vous avez les questions de vol ou bien de délinquance, vous avez également les abus sexuels aussi, parce que quand, dans cette histoire de vie chère, de stress, tout est mélangé en fait. Voilà, c'est un peu les conséquences collatérales qu'on ne voit pas forcément, mais oui, c'est aussi ça la réalité des choses. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore citer comme conséquence? Oui, l'extrémisme violent va venir peut-être vraiment très loin, mais dans l'immédiat, c'est le quotidien qu'on vit. Et la vie chère, c'est pas il y a quelques mois, c'est depuis déjà l'année passée. Et on a peut-être oublié d'en parler, mais il ne faut pas aussi oublier les changements climatiques qui aussi ont affecté les produits agricoles. Du coup, il n'a pas plus comme cela se doit, on n'a pas les produits comme cela se doit, et donc le peu qu'on a, on le vend assez cher. Donc oui, cette vie chère donc, affecte plusieurs secteurs. Et justement, c'est la raison pour laquelle je crois la pertinence de ce débat. Il faut y travailler. Et donc, je sais bien que le Togo a des spécialistes dans la matière, le gouvernement a des gens qu'il faut. Et donc, mettons-nous au travail et voyons comment vraiment réduire sensiblement cet effet ou cet impact de la vie chère sur les citoyens togolais. Justement, le rêve de tous ces Togolais, c'est qu'ils puissent revenir à la vie initiale. C'est vrai que vous avez proposé des solutions. Mais quelle est l'alternative aujourd'hui pour pouvoir revenir à cette vie initiale, Madame Noviekou? Alors, revenir à la vie initiale, déjà, on l'a dit tout à l'heure, la question de le déséquilibre entre les citoyens. Et donc, il y a nécessité peut-être, dans un premier temps, de repenser la justice sociale. Pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les riches et les moins riches, qu'il n'y ait pas trop d'écart. Alors, c'est clair que c'est une forme de gestion et qu'il faut définir, qu'il faut asseoir. Je sais qu'il y a des efforts qui sont en train de se faire. Hein. Il n'y a pas non plus à dire que rien ne se fait. Il y a des efforts qui sont en train de se faire. Mais on doit toujours continuer à voir comment nous faisons davantage en tant que citoyens de ce pays, en tant que responsables, co-responsables dans la gestion de ce pays pour que les choses marchent. Et donc, forcément, il faut repenser la justice sociale pour qu'elle soit effective, qu'elle touche beaucoup de personnes. Deuxièmement, je me dis, réduire les tasses. Il y a aujourd'hui beaucoup de tasses, vu le contexte Covid, vu le fait que le pouvoir d'achat est faible, c'est-à-dire les salaires n'augmentent pas, il y a besoin de réduire certaines charges. Ça veut dire que le gouvernement doit prendre sur lui la responsabilité de subventionner, par exemple, certains produits. Ça se faisait dans le temps, je crois, avec le maïs et autres. Il y a, par exemple, l'eau, l'électricité. Ça s'est fait à un moment donné avec Covid. Je pense qu'on doit repenser à tout ça. Et l'électricité, donc, vraiment reprendre ces initiatives-là qui étaient quand même louables pour que, sur une période donnée, les gens puissent se repositionner en attendant de vraiment souffler. Alors, autre chose également à faire, c'est de repenser la consommation locale ou la production locale. Combien de choses nous produisons dans notre pays ? Même si on dit promotion des produits locaux, est-ce que nous sommes détenteurs de beaucoup de choses? Non, nous exportons plus. Donc, il faut qu'on réduise l'exportation et que plutôt on augmente la production locale pour justement faciliter
la consommation. Parce que plus vous exportez, plus vous allez dépenser. Parce que, souvenez-vous, au temps fort de la Covid, même pour les gels hydroalcooliques, les boîtes, on ne les trouvait pas ici, il faut aller au Ghana. Alors qu'on a fermé le Ghana, on fait comment? Donc, vous voyez, il y a besoin de repenser à est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut construire ou bien produire localement pour réduire certaines charges. Déjà, c'est un premier pas. Si on arrivait à le faire, ça va beaucoup aider. Donc, il y a pas mal de solutions qu'on peut trouver. Je crois que même les différents acteurs qui se sont prononcés récemment, ils ont fait des propositions. Donc, ce n'est pas les propositions qui manquent. Il faut tout simplement, moi, je dirais, faire la somme de ces propositions, les analyser, les croiser et puis les trier. Trier en voyant par priorité qu'est-ce qui est faisable dans l'immédiat. Ensuite, à moyen terme et puis à long terme. Ce qui est sûr, tout ne se fera pas au même moment. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit réaliste. Donc, il y a besoin, en tout cas, d'avoir une cellule peut-être qui doit enregistrer ces suggestions, les analyser, les hiérarchiser et les planifier en terre et puis veiller à sa mise en œuvre. Parce que des fois, oui, les propositions sont là, mais jusqu'à quel degré nous veillons à leur mise en œuvre. Et puis après, bien naturellement, faire le suivi dans 1 an, 2 ans, voir est-ce que ça marche ou bien il y a encore à réajuster. Donc, c'est en fait tout un travail qui n'est pas impossible, en fait. C'est juste une question d'organisation. Et je crois, encore une fois, que la responsabilité incombe au gouvernement, qui est le premier acteur en termes de responsabilité. Maintenant, les autres acteurs aussi, naturellement, chacun doit apporter sa contribution. Le secteur privé, la société civile, les acteurs, je dirais, internationaux, chacun doit apporter sa contribution. Mais le son de cloche doit venir d'abord du gouvernement et qui est déjà en train de faire, mais on souhaite qu'il fasse encore davantage. Et si possible, je crois que ça serait un point aussi important, augmenter les salaires pour que les gens aient la capacité de pouvoir se prendre en charge. Parmi les solutions, Madame Noviekou, il y a ceux-là qui pensent qu'il faut pousser les guillons d'une jeunesse aujourd'hui qui se désintéresse de la culture de la terre. C'est vrai que c'est une réalité. Beaucoup pensent que c'est quand on travaille forcément dans un bureau qu'on travaille. Mais en fait, c'est quoi un travail? Donc, il faut peut-être renforcer cette culture-là je dirais, de la culture de la terre, c'est-à-dire l'amour pour la terre. Aujourd'hui, la terre aide beaucoup. Et puis, quand vous voulez, les vrais riches, c'est pas ceux qui sont dans les banques. C'est vrai, ils gardent de l'argent, mais en fait, les vrais riches sont dans les champs. Et puis, quand vous allez dans les villages, vous voyez que ce sont les cadres qui viennent plutôt investir dans les champs. Oui, c'est ça aussi. Mais c'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'en fait, le sol ne trompe jamais, comme on le dit localement chez nous. Et donc, il y a matière à encourager la jeunesse, je dirais, à s'intéresser à ce secteur-là, le secteur de l'agriculture. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les projets Pradep, Fayesh et autres, il y a aussi un volet jeunesse agricole, mais c'est clair, il y a encore à faire. Il y a encore à faire, encourager les jeunes vers ça. Mais au-delà, je pense qu'aussi qu'il faut penser à la transformation. Cette transformation qui se fait déjà, mais à un niveau pas peut-être très élevé en termes de niveau d'industrialisation. C'est aussi un point qui, quand il est pris en compte, aide aussi les pays à pouvoir mieux se porter. Et donc, l'agriculture, oui, il y a matière à travailler. Les jeunes sont là. Certains commencent à comprendre et il faut encore encourager. Et je crois que peut-être aussi, il y a fait peut-être un débat autour de la question des débouchés. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde est obligé d'aller faire FASEG et tout le reste? Est-ce qu'on n'a pas besoin de penser à d'autres débouchés, orientation scolaire même, pour se dire que déjà la base, qu'on sache qui sont ceux qui doivent aller à l'université, comme on le fait par exemple en Allemagne, on sait déjà très tôt. C'est pas tout le monde qui va et puis faire le cycle normal. Donc, on peut restructurer les choses de telle manière que déjà à la base, on puisse équilibrer. Parce que si tout le monde va dans le même sens, c'est clair que finalement, tout le monde se trouve dans les bureaux, mais qui va cultiver alors?
Donc, on a besoin un peu de tout. Ouais. Voilà. Donc, il y a besoin de repenser, je crois, les débouchés, les secteurs porteurs et d'encourager la jeunesse vers là. Mais tout en sensibilisant les parents, parce que c'est aussi ça. Les parents aussi, s'ils n'ont pas compris, ben, ils vont toujours dire aux enfants, allez à l'université, bac plus 4, bac plus 5, alors que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec un bac plus 4, bac plus 5. Il y a des gens qui sont mieux à l'aise dans d'autres secteurs. Oui. Donc, c'est tout un travail. Et ça pose la question de la vision que nous donnons je dirais, à notre cité. Et cette question, je pense qu'on ne la traite pas assez en profondeur. C'est bien, on gère la cité tous les jours, mais dans la durée, dans 20 ans, nous voulons quel type de citoyen togolais? Nous voulons quel profil de citoyen togolais? Et ça, c'est une responsabilité gouvernementale, encore une fois. Et la société civile, elle est là, elle pourra apporter ses réflexions, mais je crois que c'est des débats qu'on ne fait pas souvent assez, mais qu'il faut en faire pour pouvoir justement éviter, en se tenant nos choses dans une mesure, je dirais, proactive. Il faut discuter de certaines questions qui sont fondamentales, dont le profil du citoyen. Comment on veut le voir dans 20 ans, dans 30 ans. Et c'est ça qui va vraiment nous permettre qu'il y a certaines questions, on ne va plus y revenir. Ça deviendra un peu comme des réflexes, parce qu'on a construit en fait la pensée de la population en ce sens-là. Vous êtes très respecté dans votre pays, le Togo. Est-ce que vous avez eu à faire des propositions, Madame Noviekou? Alors, au niveau de votre structure? Sur la question de la vie chère, oui. Alors, je sais que nous, comment nous fonctionnons. Au niveau de WANEP, d'abord, il faut préciser que c'est une structure qui fait dans la prévention des conflits et puis de la gestion pacifique. Au cas où le conflit n'arrive... en fait, le conflit sera toujours là. Ça aussi, ça peut être source de conflit. Comment ça, la vie chère? Oui. Si, j'en viens. Oui. Donc, j'expliquais tout simplement, en fait, notre travail. Oui. Et donc, dans ce travail-là, justement, nous faisons un travail d'alerte et de prévention des conflits. Oui. Donc, la question de la vie chère est un élément. Et pour nous, nous évoluons au fur et à mesure que les choses se passent, tout en faisant une analyse globale et en faisant des propositions. Au temps fort de la Covid, il y a eu pas mal de propositions que nous avons eu à faire pour que vraiment la tension puisse baisser. Il y a eu des années plus tôt avec les manifestations sociopolitiques. Oui. Même il y a eu des manifestations par rapport à la vie chère, je crois en 2014-2015. Oui. On était toujours là. Alors nous, c'est vrai que quand nous faisons nos propositions, ben, on ne fait pas toujours des déclarations, on ne fait pas toujours des communiqués. Mais les propositions vont à qui de droit. Des fois, c'est au Premier ministre, des fois, ça dépend du problème, en fait. Dans ce cas-là, nous parlons de la vie chère, c'est clair, c'est au gouvernement. Donc là, récemment, on n'en a pas fait officiellement, mais nous analysons au fur et à mesure et nous apprécions. Donc là, l'instant T, sur la question de la vie chère, on a vu quand même qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont déjà réagi et que ces réactions sont assez pertinentes. Et il faut tout simplement... il ne faudrait pas aussi non plus trop... répéter les mêmes choses. Voilà. Donc, quand on est dans des rencontres, des grandes rencontres, je dirais des rencontres de haut niveau, nous essayons d'apporter aussi notre contribution par nos propos, nos idées. Donc, d'une manière ou d'une autre, oui, nous faisons des propositions à l'autorité et aux autres acteurs, parce qu'il faut encore le dire, c'est pas la responsabilité seule de l'autorité, mais c'est de nous tous, en fait. Merci beaucoup à vous, Madame Dado Nora Noviekou. Vous êtes la coordinatrice générale de WANEP Togo. On va marquer une pause pour le journal et on revient pour Regard Croisé.